New York City, United States of America. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. En décembre 1947, à New York, United States of America. Léon Blum évoque ses souvenirs de captivité au camp de Buchenwald. Nous avons connu en Allemagne la séparation totale du reste du monde et la suspension permanente de la mort. La mort qui rôde sans cesse. Léon Blum l'a vu, de ses yeux vus. J'ai vu les yeux comme dans les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, la longue file des captifs, attelés comme des bêtes de somme aux chariots chargés de pierres, ou courbés sous les longues pièces de bois qui faisaient plier leurs épaules. Rescapé de la déportation, Léon Blum a survécu à Hitler. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Après 2 années de détention en Allemagne, prisonnier des griffes de ses gardiens SS, le leader du Front populaire a tenu bon. Notamment grâce à Jan Reichenbach, venu le rejoindre à Buchenwald. Alors, qui oserait dire, après cet épisode, que Léon Blum n'est pas un héros national? Lui aussi a dit non à Vichy. Honneur et patrie. Lui aussi est une figure majeure de la résistance française face aux nazis. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. 7e épisode, les mariés de Buchenwald. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Brasiléon défend ton ministère. Un juif? Un juif, oui. Pauvre France. Ce nouvel épisode débute le 26 mars 1942. Dans la forêt de Randan, en Auvergne, à 20 km au sud de Vichy. Philippe Pétain et Pierre Laval s'y sont donné rendez-vous. Bonjour, monsieur le maréchal. Une entrevue secrète. Et même si les 2 hommes se détestent, le vieux maréchal se tourmente auprès de son ancien bras droit. Dites-moi, tôt ou tard, les Américains débouleront en Europe. Vous croyez que les Boches feront le poids? Ne changez pas de politique. Ménagez les Allemands. J'ai mes raisons. Montrez plus de souplesse avec Hitler. Pierre Laval, exclu du pouvoir par Pétain depuis décembre 1940, aspire à retrouver ses fonctions au gouvernement. Monsieur le maréchal, les Allemands m'apprécient. Ils veulent mon retour. Voyez les choses en face. Vous et moi, nous sommes dans la merde. Alors si vous le permettez, je serai votre vidangeur. Inquiet et désireux de contenter Hitler, Philippe Pétain rappelle donc Pierre Laval aux affaires, le 18 avril 1942. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure du pays. Au même moment, Léon Blum est en détention, à la prison de Bourrassol, à la merci désormais de Pierre Laval. Mais d'abord, à quoi ressemble la relation entre ces 2 figures de la Troisième République?
C'est une relation complexe. On peut dire que Blum et Laval viennent de deux mondes sociaux complètement opposés. Renaud Meltz, historien et biographe de Pierre Laval. Mais ils appartiennent à la même famille politique à l'origine, et même Laval, de ce point de vue, a une forme de légitimité supérieure. Le fait d'être un fils d'un cabaretier d'une France profonde dispose davantage dans l'esprit public. Pierre Laval a incarné le socialiste authentique, d'autant que Laval vient de ces marges de l'extrême gauche qui préexistent à l'organisation de la SFIO. Et il a une connaissance du personnel politique de la SFIO qui est au moins aussi fine et peut-être même plus ancienne que celle de Léon Blum. Laval et Blum se méprisaient cordialement à la fin des années 30. Et en juillet 1940, lorsque Pierre Laval devient l'artisan qui s'active pour saborder la République. Et voilà, une voix de plus pour les pleins pouvoirs du maréchal. Léon Blum ne mâche pas ses mots. Léon Blum, dans ses mémoires, 1941. Une morgue incroyable gonflait sa petite personne. Pierre Laval lançait d'une voix sèche et avec un regard irrité des verdicts et des ordres sans réplique. Je fais, je veux, je refuse. Il s'essayait visiblement au personnage du despote et croyait tenir la France dans sa main. Sa manière avait quelque chose de bouffon, tant elle jurait avec la laideur mesquine, bizarre et presque repoussante de sa personne. Mais elle avait aussi quelque chose d'effrayant. Quand on les voit tous les deux, Laval, Blum, on a le sentiment d'avoir quand même deux visions de la France, Renaud Meltz, qui à la fois sont liées, mais s'opposent radicalement. Oui, avec le même objectif, la paix, qu'ils ont tous les deux chevillé au corps. On a des stratégies et des visions du monde très différentes. Laval se voit comme le français par excellence. Il dit régulièrement dans ses discours d'ailleurs « mon pays ». Et Blum est tout le temps sur la défensive de ce point de vue, alors qu'il connaît admirablement mieux la France que Laval. Mais Laval exhibe d'une forme de familiarité empirique avec la France rurale, la France de Châteldon, du Puy-de-Dôme, avec les vaches, avec les petits murets de pierre sèche. Voilà, c'est cette France-là, ce patrimoine matériel de la France qu'il peut incarner. Et il ne se prive pas depuis très longtemps, depuis la Première Guerre mondiale, d'attaquer ses opposants quand ils ne sont pas d'accord avec lui sur cette qualité d'être français ou pas. Il n'est pas construit idéologiquement dans l'antisémitisme, mais il est depuis très longtemps, depuis le début de sa carrière politique, à vrai dire, convaincu d'être plus français qu'un Léon Blum, par exemple. Et Léon Blum, qui connaît 1000 fois mieux le patrimoine, on va dire, cette fois spirituel de la France, littéraire, l'histoire de la France, et toujours sur la défensive à cet égard. Et là, c'est l'épreuve, malheureusement, de cette France des années 30, c'est ce que ça raconte, cette difficulté pour Blum de pouvoir défendre la France sans se sentir complètement français parce qu'il est perpétuellement ramené à son origine juive. Et c'est malheureusement un reproche qui est très répandu. Pour résumer, Pierre Laval défend un patrimoine matériel de la France. Autrement dit, ses vaches, ses forêts et ses églises. Quand Léon Blum, lui, défend un patrimoine moral de la France, la liberté et la fraternité, des valeurs issues de la Révolution française. Et voilà qu'arrive le mois de mars 1943. Pierre Laval, chef du gouvernement, reçoit une demande des autorités allemandes. Déporter Blum en Allemagne en tant que prisonnier politique. Depuis sa cellule, Blum est devenu un leader de la résistance intérieure et le Troisième Reich veut l'exfiltrer du territoire national. Pour la forme, Pierre Laval proteste, mais ne s'y oppose pas. Clairement, Léon Blum, mais ce n'est pas le seul, est un otage, désormais, entre les mains des Allemands. Ce n'est pas la même perspective que celle de Vichy, qui voulait en faire un coupable qu'on allait juger et condamner. L'historien Pascal Horry. Et otage, il l'est aux côtés d'autres, en particulier Georges Mandel. Ça veut dire que une menace de mort permanente pèse sur lui.
Il est à Buchenwald dans une situation ambiguë. On prononce le nom Buchenwald, on pense au déporté standard, ce n'est pas un déporté standard. Oui, Léon Blum n'est pas interné dans le camp de Buchenwald. Il est incarcéré dans un pavillon forestier en lisière du camp de Buchenwald. L'historienne Dominique Missika. Les Allemands ont pris soin de faire monter des grands panneaux de bois pour qu'ils ne voient pas l'extérieur et qu'ils ne soient pas vus de l'extérieur. Dans ce pavillon forestier, sous la garde des SS, il va retrouver donc Georges Mandel et être servi par un témoin de Jéhovah, qui est lui-même prisonnier et qui est là pour l'intendance. Certes, Léon Blum ne vit pas la détention des déportés de Buchenwald. En aucun cas, il ne subit l'enfer d'un camp de concentration. Ceci dit, il est, comme il le dit lui-même, dans une sorte de tombeau, avant l'heure. Qui va se soucier de lui? Que va-t-il lui arriver? Il ne sait rien. Il est un otage, peut-être un otage de marque, mais enfin il est un otage du Troisième Reich. Il sait que d'un jour à l'autre, il peut être exécuté. Il est gardé par des SS avec l'angoisse de la mort. Enfin, c'est un moment terrible. En avril 1943, Jeanne Reichenbach, la compagne de Blum, est toujours à Vichy, où elle parvient à décrocher un rendez-vous crucial. Madame Reichenbach, Monsieur Laval va vous recevoir. Merci. Chère Jeanne, il y a si longtemps. Assieds-toi, je t'en prie. Je n'ose te demander si tout va bien pour toi. J'imagine, monsieur, que votre temps est précieux, donc j'en abuserai pas. Je suis venue ici pour vous demander quelque chose. Je sais pourquoi vous êtes ici. Madame Reichenbach. Et je ne vous cache pas que votre cas est épineux. Comment ne pas admirer Jeanne? Elle va obtenir un rendez-vous auprès de Pierre Laval pour lui demander l'autorisation de rejoindre volontairement en Allemagne, au camp de Buchenwald, l'homme qu'elle aime. Je trouve quand même que c'est un sacré culot. Inouï. C'est inouï. Comment Jeanne Reichenbach, juive à Vichy, est-elle parvenue à obtenir une entrevue avec Pierre Laval? C'est grâce à son premier mari, ténor du barreau, juif réfugié à New York, l'avocat Henri Torres. Henri Torres est une figure absolument remarquable, formidable. L'historien Renaud Meltz. Et Henri Torres, pendant la première partie de sa vie, était très proche de Laval. Ils avaient exactement le même profil, la même génération, à savoir des avocats qui défendaient des petits, des humbles, mais surtout des antimilitaristes, des gens qui ne voulaient pas de la guerre. Ils se sont connus très intimement. Ils avaient une vraie amitié et je pense que dans ce cadre, Laval a forcément connu Jeanne qui deviendra donc la compagne de Blum. Jeanne Reichenbach a donc fréquenté Pierre Laval au milieu des années 20. Mais en 1943, rien n'est simple. D'abord, Jeanne est toujours mariée à son deuxième époux, Henri Reichenbach. Et par ailleurs, son premier mari, Henri Torres, vient d'écrire un petit livre, La France trahie, où il dézingue Pierre Laval. Vous êtes non seulement l'ex-épouse d'un avocat qui déploie depuis l'étranger une propagande injurieuse à mon égard, mais aux yeux de la loi, vous êtes toujours mariée à un juif. Vous êtes donc actuellement une femme mariée qui veut rejoindre son amant. Il doit être difficile de légitimer votre requête. Alors, il y a un moment donné où on lui dit à Vichy, il faudrait être marié. Ou en tout cas déjà prouver que vous avez divorcé de votre mari. Or son mari est parti aux États-Unis, elle n'a pas de nouvelles, elle va en avoir d'assez dramatique puisque son mari s'est suicidé et donc elle est veuve. Mais il faut le temps qu'elle obtienne ce certificat comme quoi elle est veuve. Je suis une veuve, monsieur, qui veut rejoindre son futur mari. Un seul mot de vous, et cet obstacle tombe. Je préférais Léon Blum quand il faisait de la critique littéraire. J'ai beaucoup admiré son livre sur Goethe. L'ironie, c'est qu'il est précisément incarcéré près de la colline où Goethe avait l'habitude de se promener. Buchenwald, ça s'appelle.
Buchenwald, la forêt de hêtres. Votre détermination à prendre des risques force l'admiration. Parce qu'entre nous, on ne sait pas très bien quel sort les Allemands réservent à leurs otages. Je vous souhaite un bon voyage, chère Jeanne. Merci, monsieur. Donc, elle obtient cette autorisation et en juin 1943, elle arrive à Buchenwald. Se pose maintenant une question. Qu'est-ce qui a motivé Pierre Laval à accorder cette autorisation à Jeanne Reichenbach? Est-ce un calcul politique? Là encore, on est dans le domaine des spéculations, mais on peut faire des comparaisons. C'est-à-dire que Laval, à plusieurs reprises, va aider des personnes persécutées. Et c'est un persécuteur qui est aussi il faut absolument pas, à travers quelques cas singuliers, il a sans doute aidé d'autres juifs. Ça n'exonère évidemment en rien ses responsabilités dans tous les actes auxquels il est malheureusement étroitement mêlé, et où la France est étroitement mêlée depuis le statut des Juifs jusqu'aux rafles de l'été 42, etc. Mais voilà, Laval, c'est ce type qui, n'ayant pas de principe, qui fait des choses antisémites sans avoir de théorie antisémite, sans se déclarer lui-même comme antisémite, peut tout à fait, sans déroger donc à des principes, aider telle ou telle personne. Alors est-ce qu'il y a un calcul politique derrière cela? Je n'en sais rien, mais ça ne me paraîtrait pas complètement incongru de penser qu'il agisse par pure humanité. En revanche, et c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner a posteriori, ce qui est certain, c'est qu'il se targuera de ce qu'il aura fait auprès de Blum pour, d'une façon obsessionnelle, dans sa prison, dans sa cellule de Fresnes, dire à ses avocats, contactez Blum, il me doit beaucoup. Et donc, j'ai là un témoin de moralité, si j'ose dire, en tout cas, quelqu'un qui m'aidera dans un procès qui sera éminemment politique, et c'est très précieux d'avoir quelqu'un comme Léon Blum de mon côté, en sa qualité de socialiste, d'antifasciste et de juif qui a été évidemment persécuté par les nazis. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. En juin 1943, donc, Jeanne arrive au camp de Buchenwald. Madame Reichenbach. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Joachim Escher. C'est moi qui ai été désigné pour m'occuper de cette maison du fauconnier. D'accord. Étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est un pavillon que s'était fait construire le Reichsführer Himmler pour chasser et observer les animaux. Entrez, Monsieur Blum est impatient de vous retrouver. Et là, une fois de plus, une force morale à la fois de la part de Léon Blum et de Jeanne. Ils vont se marier à Buchenwald. Alors ça, évidemment, quand on dit ils vont se marier à Buchenwald, ça paraît quand même improbable. C'est vrai qu'on a du mal à l'écrire même et à le dire. Il y a un officier d'état civil de Weimar qui vient. Le mariage a lieu. C'est quand même une scène incroyable. Bon, il n'y a pas vraiment de témoins, donc imaginons-la. Im Namen des Reiches darf ich nun aussprechen, dass Sie rechtsmäßig verbundene Eheleute sind. Et Jeanne et Léon vont rester là pendant 2 ans. C'est très, très long. Parce que nous, on connaît la fin, mais eux ne la connaissent pas. Ici Londres. Éteignez, bon sang. D'abord, quelques messages personnels. Ils écoutent la radio suisse ou Londres. Ils ont des longues conversations, des échanges littéraires, politiques, des débats. C'est assez surréaliste, en fait, comme on dit. C'est-à-dire que ils sont là, enfermés, condamnés à vivre ensemble, se sachant eux-mêmes condamnés. Et c'est hors du temps. Dans cet ancien pavillon de chasse du ministre Himmler, Léon et Jeanne se sont donc mariés le 5 septembre 1943. Et dans cette maison très étroite, située à mi-chemin entre le camp des déportés et le village des SS, ils vivent à 4. Le couple Blum, Georges Mandel. Vous connaissez Georges Mandel. Très heureuse. Juif et leader de la droite républicaine, otage lui aussi. Je viens de monter les valises de madame dans la chambre de monsieur. Et un témoin de Jéhovah qui leur sert d'aide de camp. Merci Joachim.
En 3 mois, Léon Blum a beaucoup maigri. Il a perdu 20 kilos. La nourriture est rudimentaire, mais il s'alimente autrement. Et puis il est fidèle à ce qui le fait vivre depuis toujours, c'est-à-dire la littérature. Pierre Birnbaum est historien. Il lit à nouveau Stendhal. Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Il lit non seulement Stendhal, mais Cicéron, Virginia Woolf. Je marchais cet après-midi le long de Bedford Place, je crois. Ce que tu m'écris à propos de la statue double, l'Hermès Athéna, me fait grand plaisir. Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours. On a quelque part la liste de ses lectures, je ne sais plus où. Elles sont innombrables. Il lit Madame de Lafayette, si je me souviens bien. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui est un fin lettré et pour lequel, au fond, la littérature sert d'aliment, sert de défense, sert d'espace de liberté, à nouveau, puisque c'est le terme, à mon sens, le plus essentiel pour décrire la vie de Blum, cette avidité de la liberté, tout au long de sa vie, de la sienne et celle des autres. Donc, à travers la littérature, il se construit une sorte de protection, enfin, de refuge. Et il faut dire qu'il ignore les drames qui se déroulent à quelques centaines de mètres de lui. Buchenwald n'est pas Auschwitz, mais Buchenwald est quand même un camp où on meurt. On ne meurt pas dans les chambres à gaz comme à Auschwitz. On y meurt beaucoup et les tortures, les violences y sont quotidiennes. Blum n'en est pas vraiment conscient. Mais il sait qu'il est en sursis. Ça, il le sait pertinemment. Il le dit dans ses lettres. Il sait qu'il peut mourir d'un jour à l'autre. Donc il sait qu'il est en sursis et il ne se plaint pas. Enfin, il y a là un être d'une hauteur de vue, d'un courage, d'une sérénité. C'est un peu le terme qui convient. Une sérénité contrariée par le sort de son jeune frère, René Blum. Arrêtons-nous quelques instants sur cette histoire. Et d'abord, écoutons Jean-Jacques Bernard, fils de Tristan Bernard et ami des frères Blum. J'ai eu en effet, aussi bien avec Léon Blum qu'avec son frère René, qui fut mon compagnon de captivité au camp de Royal-Lieu à Compiègne, des contacts assez étroits pour apporter sur l'un comme sur l'autre un témoignage personnel. On retrouverait chez René toute la finesse de Léon Blum. René Blum est le frère cadet, plus jeune frère de la fratrie Blum. L'historien Pascal Horry. Il a été journaliste, assez introduit dans la presse qu'on pourrait qualifier de presse culturelle 1900, des périodiques comme Gil Blas, etc. Il connaît bien les milieux littéraires et éditoriaux, ce qui explique qu'il soit l'homme, ce que l'on ne sait pas en général, qui servira d'intermédiaire entre Marcel Proust et son premier éditeur Grasset, pour publier le premier grand volume de Proust. C'est, après la Première Guerre mondiale, un homme de spectacle très important dans une situation qui est celle du directeur artistique, dirait-on, de l'impresario, parfois même du metteur en scène. Il est très actif dans l'opéra, dans le théâtre, dans l'opérette aussi, entre autres dans les années 20, dans ce monde qu'on a un peu oublié, mais qui était très présent dans la vie culturelle de ces années-là, et déjà depuis à peu près un siècle, qui est le monde des casinos, parce que les casinos, ce sont aussi des salles de spectacle. On l'a complètement oublié, je pense, aujourd'hui. Le Touquet, entre autres. Et puis dans les années 30, il franchit encore une marche. Il succède tout simplement à Diaghilev, excusez du peu, à la tête des ballets russes, parce qu'il ne faut pas oublier que Diaghilev n'est pas chorégraphe, il est impresario. Donc René est encore moins chorégraphe, si j'ose dire, mais il est l'homme qui transforme peu à peu les ballets russes orphelins, pas seulement de Diaghilev, mais qui traverse une période d'incertitude avec l'installation, semble-t-il, durable des bolcheviks au pouvoir. Qu'est-ce que c'est qu'être ballet russe en exil, en quelque sorte. Il en fait les ballets avec l'aide de la principauté de Monaco de Monte-Carlo. Et en 1939, voilà la tragédie qui s'installe dans cette vie chatoyante, Cocteau, Shostakovich, tout ce que vous voulez. Les ballets de Monte-Carlo sont à l'étranger, et la guerre éclate, il ne les rejoint pas. Son argument est très simple, je suis le frère de Léon Blum.
Quand on sait ce que c'est que la campagne antisémite, et même pas seulement antisémite, sur Léon Blum, je ne peux pas donner l'exemple de la quasi-trahison. Enfin, je vais me mettre à l'abri là-bas, à l'étranger. En 1940, il est en zone sud. Il décide de passer en zone nord. Son ami Marcel Pagnol lui dit « Mais tu es complètement fou, tu te jettes dans la gueule du loup. » Et il dit « Je suis le frère de Léon Blum. » Il va revenir donc en zone nord. Il va être raflé. La fameuse rafle des notables. Il en fait partie. En décembre 1941, en représailles à des attentats anti-allemands, 743 juifs français, des notables, sont arrêtés à Paris sur ordre de la Gestapo. René Blum est incarcéré à Compiègne avec Jean-Jacques Bernard. Après 2 mois de captivité, souffrant de la faim et du froid, ne quittant guère sa couchette, il hésitait, malgré notre insistance, à se laisser renvoyer à l'infirmerie. Tout le monde se fut réjoui de le voir sauvé, car les grands malades furent miraculeusement libérés avant la déportation. Mais il se croyait tenu, frère de Léon, de donner l'exemple et d'attendre le dernier moment. Ce dernier moment ne fut pas ce qu'il attendait. Il fut envoyé à Drancy, puis à Pithiviers, d'où il fut déporté en septembre 1942. En 1988, la reporter Elisabeth Huppert accompagne à Drancy, au nord de Paris, une ancienne internée, Odette Baticle. En ce lieu qui fut un camp de concentration de 41-44, 100 000 hommes, femmes et enfants de religion ou d'ascendance juive ont été internés par l'occupant hitlérien, puis déportés dans les camps d'extermination nazis, où l'immense majorité a trouvé la mort. On voyait des gens assez extraordinaires, c'est vrai. Moi, je me souviens très bien, entre autres, de René Blum le matin de son départ. Il m'a parlé de son fils. Et puis, on lui avait pris sa montre en lui disant qu'il était le frère de Léon Blum. Et ça, il avait beaucoup de regret de sa montre. Son chagrin, c'était de se dire qu'il laissait son fils. Je crois que c'est la seule fois où je lui ai vraiment parlé, c'était au moment où il partait. Et quand il sera déporté, le train de ces notables, arrivant en gare d'Auschwitz, sera accueilli par un SS hurlant sur le quai « Où est le juif Blum ?» Et il sera le premier liquidé. C'est quand même vertigineux comme histoire, à tout point de vue. En tant que frère de Léon Blum, en tant qu'homme d'une vie culturelle scintillante, moderne, parce que vraiment il a travaillé sur des opéras de Debussy, bon, et qui se retrouve le premier sacrifié à l'arrivée du train d'Auschwitz. Un survivant d'Auschwitz affirme même, ça paraît énorme, que René Blum aurait été jeté vivant dans les fours crématoires. Les fours crématoires n'avaient pas pour vocation de tuer en général. Donc, enregistrons cette version. Si c'était ça, évidemment, ce serait le comble de l'atroce. S'il fut un homme auquel le verbe sourire pouvait s'accorder, c'était René Blum. S'il fut un homme auquel le terme d'amitié pouvait convenir, c'était René Blum. Léon l'aimait tendrement. Cet homme supérieur avait un sens exquis de la famille et de l'amitié. Précisons que Léon Blum n'apprendra la mort de son jeune frère qu'après sa libération. À Buchenwald s'est joué un autre drame. En juillet 1944, Blum s'inquiète pour son codétenu. Tenez bon, Georges, c'est le dernier été de la guerre. La Gestapo de la ville de Weimar vient extraire Georges Mandel du pavillon de chasse. Dites à Béatrice, dites à ma fille que je ne regrette rien de ce que j'ai fait.
que je crois avoir bien agi et que quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent, elles n'auront pas à rougir de moi. Quelques jours plus tôt, à Paris, des résistants français ont abattu Philippe Henriot, le propagandiste en chef de Vichy. Georges Mandel, ancien ministre de l'Intérieur, est livré en pâture aux miliciens français. L'un des drames de cet internement, c'est lorsqu'on viendra chercher Georges Mandel, qui sait qu'il va être tué. Ilan Greilsheimer, historien. Et Léon Blum est extrêmement ému de ce départ de Georges Mandel, qui effectivement sera assassiné par la milice en forêt de Fontainebleau. T'es complètement fou, qu'est-ce qui te prend? T'occupe pas, c'est moi qui commande. J'ai un ordre de mission, ils sont d'accord des deux côtés. Va chercher le corps. Léon Blum était le héros de la gauche, des socialistes. Georges Mandel était un homme de droite. Ils se sont combattus politiquement avant la guerre. Or, ils sont devenus amis dans cette petite maison forestière en lisière du camp de Buchenwald. Archives RTF, 1946. À la mémoire de Georges Mandel, en présence de Madame Bretty, son exécutrice testamentaire, de ses compagnons de captivité et de ses amis, une émouvante cérémonie se déroule en forêt de Fontainebleau. Ici même, il y a 2 ans, Georges Mandel tombait au champ d'honneur, assassiné par des traîtres à la solde de l'ennemi. Cet homme d'État, disciple de Clémenceau, et de ceux dont la disparition est cruellement ressentie par la France. C'est cette lourde perte que fait ressortir M. Léon Blum en proie à la plus vive émotion. À bien des égards, il était à la mesure des événements et des circonstances. Parce que de cela aussi, ma femme et moi, nous avons été les témoins. Informé de l'exécution sommaire de Mandel, Léon Blum comprend que sa mort est imminente et il rédige un testament politique adressé à son fils Robert. Un texte dense mais inouï. Écoutez-le bien. Léon Blum, dans son testament écrit en détention à Buchenwald, le 31 juillet 1944. Ce fond de cruauté que nous avons vu remonter dans un peuple depuis 5 ans et qui bat aujourd'hui le monde comme une marée, je suis convaincu qu'il existe à l'état latent chez tous les hommes. Et bien peu de choses suffisent pour qu'il recouvre de sa boue sanglante les bases acquises de la civilisation. Je ne crois pas plus aux races de brutes ou de maîtres qu'aux races de déchus ou de damnés. Je récuse la condamnation raciale pour les Allemands aussi bien que pour les Juifs. Je ressens cruellement ce qui s'est passé et se passe chaque jour. Mais je rappelle aussi qu'un matin de printemps, j'ai failli être lynché à coups de talons de bottes au bord d'un trottoir par une foule bien française. C'est Blum! Je me rappelle l'atroce spectacle de Vichy en juillet 1940. Vive la République quand même! Il est en sursis, il pressent que la mort rôde, la sienne évidemment aussi, et en juillet 1944, il écrit une lettre à son fils Robert, une lettre assez inouïe, Pierre Birnbaum, où déjà il refuse d'accabler le peuple allemand, où déjà il refuse le peuple maudit. C'est assez incroyable cette lettre écrite par Léon Blum en 1944 alors qu'il est en détention à Buchenwald. Il dit « Je ne crois pas aux races maudites ». Il n'y a pas de biologie, au fond. Il y a un refus du déterminisme biologique, du racisme. Il dit « Je me souviens de la violence que j'ai moi-même affrontée ». En 1936, donc il évoque la manière dont la foule française, cette fois, a failli le tuer, lui. Et c'est assez bouleversant de voir que, alors qu'il est menacé de mort par la Gestapo d'un jour à l'autre, il se souvient de la manière dont le peuple français, ou une partie du peuple français, a pu vouloir sa propre mort en 1936. Et il dit, il n'y a pas de déterminisme biologique
Il n'y a pas de race maudite. Tout ce qui se dit et s'écrit aujourd'hui du peuple allemand, de sa responsabilité collective, des fatalités ethniques qui pèsent sur lui, on le disait et l'écrivait du peuple français en Angleterre comme en Allemagne au lendemain de Waterloo. Un bien léger déplacement de circonstances suffit pour ranimer la brute chez l'homme, chez tous les hommes. Mais je suis convaincu, par contre, et c'est là mon optimisme foncier, qu'il existe chez l'homme, chez tous les hommes, à côté de la sauvagerie séculaire, un instinct de solidarité et de fraternité qu'on peut ranimer, lui aussi, en agissant à la fois sur leurs sentiments et sur leurs intérêts. Cet esprit de justice n'a pas de limite chez Blum. L'historien Pascal Horry. Il a beau être insulté, menacé de mort et de plus en plus près entre 1940 et 1944 de l'exécution, il souhaite raison garder et rester le juste, en particulier quand il sent que on va utiliser, par exemple, contre le peuple allemand, les arguments que les antisémites utilisent contre un supposé peuple juif. Ça, c'est assez remarquable quand on pense qu'il a été l'un des hommes les plus haïs de France, voire au-delà de la frontière française, qu'il n'ait, au fond, jamais cédé à la haine. C'est presque surprenant. Le 3 avril 1945, Léon Blum est à bout de force. Ce soir-là, lui et Jeanne Blum sont embarqués par les SS dans une voiture. Ils quittent précipitamment le camp de Buchenwald. Alors, Léon Blum a raconté dans un livre poignant, Le dernier mois, la lente et terrible route qui les mène au moment de l'effondrement du Troisième Reich. Attention, sur ordre du Reichsführer Himmler, nous allons commencer l'évacuation du camp. Les Allemands évacuent le camp de Buchenwald et lancent sur les routes les déportés et Léon Blum aussi. Léon Blum va se retrouver et Jeanne vont se retrouver à Dachau. C'est apocalyptique ce qu'ils vivent. Ils vivent l'effondrement du Troisième Reich et Léon Blum, là, il a 71 ans ou 72 ans. Il peut plus marcher, il a mal au dos. Enfin, il a une sciatique terrible. Il a une sciatique terrible, il est dans la voiture, il peut plus bouger. Il dit à Jeanne, mais sauvez-vous. Elle ne veut pas, elle va. Alors là, vraiment, sans elle, il est sûr qu'il n'aurait pas survécu. Sans Jeanne Reichenbach, il est à peu près certain que Léon Blum ne serait pas rentré vivant d'Allemagne. Et c'est évident, elle va lui insuffler de la vie pour qu'il ne lâche pas, en fait. C'est extraordinaire. Et ils vont, après une longue route sous les bombardements, traversant l'Allemagne dévastée, ils vont se retrouver dans le Tyrol italien, où les Américains vont enfin les libérer et ils vont rentrer à Paris. C'est un miracle qu'ils rentrent. Vraiment, que tous les deux rentrent sains et saufs, c'est un miracle. Le 4 mai 1945, les Blum sont libérés par l'armée américaine. Et le 14, Léon et Jeanne atterrissent à Orly. Des avions descendent du ciel pour déposer sur le sol de France des prisonniers et des déportés libérés quelques heures plus tôt en Allemagne. Archive RTF, 1945. Aujourd'hui, ce sont les déportés politiques du camp de Buchenwald qui sont attendus. Déportés politiques. Quelle affreuse injure à la liberté et au respect de la personne humaine. Mais les poches nazis ne toléraient pas que des intellectuels français puissent critiquer par leur attitude ou par leurs propos courageux les exactions qu'ils commettaient. C'est ainsi que de nombreux intellectuels français, précisément parce qu'ils étaient des intellectuels, furent arrêtés par la Gestapo et déportés dans des camps comme celui de Buchenwald, où ils ne risquaient plus de donner l'exemple de la résistance. Léon Blum à New York, 1947. Je suis reconnaissant envers le peuple américain, comme le sont tous les Français.
Et je le suis à titre particulier, parce que, pour ma femme et pour moi, le mot de liberté n'a pris de réalité, parce que la liberté et même la vie n'ont recommencé pour nous que le matin, où, dans un coin perdu et glacé des Dolomites, nous avons aperçu tout à coup, du haut de notre fenêtre, des casques américains. Je trouve que Jeanne se donne un rôle magnifique dans cette histoire. Elle sauve le leader du Front populaire. Elle s'inscrit dans l'histoire, ce qui n'était pas son destin. À peine libéré, à peine rentré en France, Léon Blum a un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Fin juillet 1945. Dans la salle de la première chambre, le procès Pétain se poursuit. Semaine des témoins à charge. M. Édouard Daladier évoque les souvenirs cruels et honteux de la guerre, de la débâcle et de l'armistice. Et M. Léon Blum évoque la grande peur de Vichy qui ajoutait la honte à la défaite. Dans sa déposition devant la Haute Cour de justice, Léon Blum insiste sur la trahison de Pétain. Au fond, le maréchal Pétain a assassiné la République, ce qui n'était pas compris dans le mandat que lui avait voté l'Assemblée nationale. L'historienne Bénédicte Vergès-Chénion. Et au fond, il s'est rendu coupable d'un abus de confiance. Et Léon Blum retourne à ce moment-là l'accusation qui avait été proférée contre lui et qui l'avait particulièrement blessé, c'était d'avoir failli au devoir de sa charge en tant que chef du gouvernement. Et c'est ce qu'il reproche maintenant à Pétain, dans des termes assez mesurés d'ailleurs, avec beaucoup de sang-froid, et il conclut son intervention en disant qu'il n'est pas venu pour se venger, malgré l'emprisonnement que lui a fait subir Pétain et malgré le fait que, au fond, il a eu l'impression d'être livré par le gouvernement français aux Allemands en mars 1943. Léon Blum au procès de Philippe Pétain, juillet 1945. Il y avait, en juin 1940, un pays que j'ai vu. Un pays qui, sous les coups de sa défaite et ce qu'elle avait de brutal, de démesuré, d'incompréhensible, restait comme stupide et abasourdi. Ce peuple, il était là, atterré, immobile, se laissant tomber à terre dans sa stupeur et dans son désespoir. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Et on a dit à ce pays, eh bien non, non, l'armistice que nous te proposons, qui te dégrade et qui te livre, n'est pas un acte déshonorant. C'est un acte naturel. C'est un acte conforme à l'intérêt de la patrie. Et un peuple qui n'en connaissait pas les termes, qui ne l'avait pas lu, qui ne le comprenait pas, qui n'en a saisi la portée qu'à l'épreuve, a cru ce qu'on lui disait. Parce que l'homme qui lui tenait ce langage parlait au nom de la gloire et de la victoire, au nom de l'armée et au nom de l'honneur. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. On a des images de ce procès Pétain où Léon Blum témoigne à la barre et on les voit parfois l'un et l'autre sur la même photographie. C'est quand même deux France qui se font face, qui sont vraiment deux France quasiment irréconciliables au final. Oui, ce sont deux France très différentes dans leurs origines, dans leurs opinions, dans leur parcours. Blum est un Parisien, Pétain est né à la campagne, enfin dans un petit bourg. L'un est un civil, l'autre un militaire.
L'un a été Dreyfusard, l'autre s'est fait discret sur cette question. L'un est juif, l'autre pas, bien entendu. L'un est un homme politique de profession, l'autre proclame détester la politique et les politiciens. Au fond, à part le fait qu'ils ont été tous les deux fonctionnaires, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et il est vrai que leurs opinions, leurs convictions sont diamétralement opposées. Ce qui rend d'autant plus étrange l'espèce de parallélisme à rebond, je ne sais pas comment qualifier ce rapport de leurs parcours respectifs. Puisque Blum va être chef du gouvernement, puis ce sera Pétain. Pendant que Pétain sera chef du gouvernement et chef de l'État, Blum sera en prison, puis il sera jugé lors d'un procès. Blum sera emmené par les Allemands en Allemagne et ça arrivera à Philippe Pétain une grosse année plus tard. Revenant d'Allemagne, Blum sera très vite à nouveau, je dirais, au milieu du jeu politique, tandis que c'est au tour de Philippe Pétain d'être en prison et d'être condamné, lui, au terme de son procès, ce qui emmène Philippe Pétain symboliquement, et pas que symboliquement, matériellement aussi, à la forteresse du Portalet, dans les Pyrénées, où il avait envoyé Léon Blum et les autres hommes qu'il avait condamnés à la détention en octobre 1941. Et en un sens, la boucle est bouclée. Blum, pour Philippe Pétain, c'est bien plus qu'un homme, c'est une idée qu'il ne supporte pas en vérité. Philippe Pétain n'a rien contre Léon Blum en tant que personne, mais Léon Blum, pour toute la droite française, a été le symbole du socialisme, le symbole d'un juif qui arrive à la tête du gouvernement, celui qui introduit les communistes dans la majorité parlementaire. Donc, c'est vraiment l'agent de la subversion, alors peut-être conscient, inconscient, peu importe, mais il représente tout ce qu'il faut éviter, voire éliminer. Quelques semaines après le procès de Philippe Pétain, Léon Blum est appelé à témoigner à celui de Pierre Laval. L'avocat Jean-Denis Bredin y a assisté en octobre 1945 et il a confié ses souvenirs au micro d'Antoine Garapon en 2011. J'ai assisté au procès Laval et, disons la vérité, son cas était difficilement défendable et il ne se défendait pas très bien. Mais le président de la haute cour, on sentait bien, voulait se le farcir très vite. Très vite. Ne pas attendre trop longtemps. Monsieur les jurés, ceci n'est pas un procès. C'est une exécution. J'en prends la responsabilité. C'est une exécution. L'audience est levée. Et vous voyez Blum arriver au procès de Laval. J'ai vu Blum arriver au procès Laval, vieil homme donnant l'impression d'être un vieil homme, car il n'était pas si vieux que ça, puisqu'il redeviendra président du Conseil quelque temps après. Il est entré et il a dit « Je tiens à vous dire que sans vous, je ne serais pas ici ». Et donc il commence, c'est ce qui est très surprenant aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à ce qu'il commençât son adresse à Laval par une vindicte, et au contraire il le remercie. Il le remercie. Comme ça, il l'a fait. Et après, il peut être très sévère dans les jugements qu'il portera. Léon Blum commence par remercier Laval, car le chef du gouvernement de Vichy a sans doute empêché les SS de livrer Blum aux miliciens français, comme ce fut le cas pour Mandel. Un calcul de survie pour Pierre Laval, mais ça ne suffira pas pour amadouer Blum. Par ailleurs, Jeanne Blum a voulu elle aussi témoigner au procès de Pierre Laval. Jeanne, c'est là où je pense que le sens politique de Jeanne est pas très développé. Dominique Missika. C'est que, se souvenant que Pierre Laval l'avait autorisé à rejoindre Léon Blum à Buchenwald, veut témoigner en sa faveur. Pour Léon Blum, c'est évidemment non. Et c'est ce qui va d'ailleurs provoquer sans aucun doute dans l'entourage de Léon Blum des réactions assez virulentes envers Jeanne. Si Blum refuse que Jeanne témoigne en faveur de Laval, il est cependant choqué
par la tournure qu'a pris ce procès. Lettre de Léon Blum au général de Gaulle, octobre 1945. Je pense qu'on ne peut pas exécuter une condamnation capitale après un procès comme celui-là. Il ne s'agit pas d'une grâce, mais d'un redressement de la justice. Aucune sympathie quelconque, ni même aucune camaraderie ne nous a jamais, en aucun temps, liés Pierre Laval et moi, et vous savez que ce n'est pas de la reconnaissance que je lui dois. Mais j'ai rendu la justice en autre temps. Je la respecte, et je voudrais qu'elle fût respectée. Je ne demande pas la grâce de Pierre Laval, mais un nouveau procès, ou plutôt un procès. Ni grâce, ni nouveau procès pour Pierre Laval. 15 octobre 1945, 12h32, Pierre Laval a expié. Rescapé du camp de Buchenwald, victime d'un antisémitisme féroce depuis des décennies, ayant même perdu un frère assassiné à Auschwitz, il demeure une question au sujet de Léon Blum et de la Shoah. Pourquoi Léon Blum n'a-t-il jamais rien écrit sur la destruction des Juifs d'Europe par les nazis? Je pense que ce qui l'intéressait le plus, c'était le futur et non le passé. Le futur, c'est l'après-guerre. Ilan Gralsheimer. Qu'est-ce qui peut permettre d'éviter que ce qu'il a vécu au XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, se reproduise? Et son idée, c'est vraiment l'Europe. C'est l'idée que la France et l'Allemagne doivent se réconcilier. Donc, plutôt que de triturer ce qu'a été le nazisme, pourquoi les Allemands ont embrassé le nazisme avec tellement d'enthousiasme, pourquoi revenir là-dessus? C'était sa perspective. Il faut maintenant faire l'Europe. Il faut, et c'est pour ça qu'il est avec d'autres dans le mouvement européen immédiatement après la guerre. Et dans la lettre testament que j'ai publiée dans les lettres de Buchenwald, il le dit très expressément. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réconciliation future. Donc, c'est une vision, à mon avis, ça s'explique, le fait qu'il n'ait pas écrit sur la Shoah, par une vision presque totalement concentrée vers l'avenir, sans doute qu'il ait besoin de ressasser le passé. Léon Blum, interview dans le Daily Jewish Forward, 10 octobre 1949. Je revois le tableau des esclaves au travail sous le fouet des SS dans la forêt de Buchenwald. Parfois, le soir, quand j'ouvre ma fenêtre, je crois respirer encore l'odeur des fours crématoires qui ont reçu les corps de quelques-uns des miens. Je n'oublie pas, je n'efface pas. Mais quelle est la résolution que ces souvenirs m'inspirent? Celle de faire tout, de toute ma force, pour que l'humanité ne soit plus jamais souillée de telles horreurs. Jamais. Jamais plus. Voilà le but. Construire un monde nouveau, après l'effroi de cette guerre abyssale. C'est l'ambition de Léon Blum et c'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, Le vieux sage en son royaume. Léon Blum, une vie héroïque, est un podcast original de France Inter.